Hello à toutes, ça y est, je suis en live. Donc, comme d'habitude, je vais attendre que vous soyez quelques-unes déjà à être présentes et pour me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, etc., etc. Donc, je vais attendre de vous voir dans les commentaires parce que je sais qu'il faut toujours un petit peu de temps pour que tout ça se mette en route. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je vais aussi regarder sur mon téléphone, du coup, si je vois vos commentaires, parce que c'est souvent sur le mobile que je vois mieux. Parce que là, ben voilà, par exemple, ça ne s'affiche pas sur l'ordinateur. Donc, n'hésitez pas, dès que vous êtes arrivé, à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Voilà, parce que je vois qu'il y a quelqu'un déjà connecté, donc je veux bien savoir si tout est OK au niveau du son, au niveau de l'image. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires si vous me voyez, si vous m'entendez bien. Les commentaires ne s'affichent pas, malheureusement. Alors, ça y est, je les vois ici. C'est toujours un peu, il y a toujours un délai, hein, je suis désolée, je vous fais perdre 5 minutes à chaque fois. Mais il y a toujours un délai qui fait que bah, je ne vois pas les commentaires tout de suite. Hein, bon, voilà. Amandine, coucou, tu me vois bien, tu m'entends bien, donc c'est bon. Laurence, coucou, ravie de te retrouver ici. Nat, salut à toi. Tout est OK. Emmanuel, coucou. Ça me fait trop plaisir que tu sois là, Emmanuel. Super. Elisa, salut. Super, les filles. Bon, ben, merci beaucoup d'être présentes. Vraiment, ça me fait très plaisir, voilà, que vous soyez déjà quelques-unes dès le début de ce live. Donc, un grand merci à vous. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un live qui est extrêmement important parce qu'on va parler d'un sujet qui touche, j'ai envie de dire, quasiment tout le monde, à plus ou moins grande échelle, mais je pense qu'on est vraiment tous impactés par ce fléau parce que oui, c'est un fléau. Et d'ailleurs, c'est le principal fléau pourvoyeur, en tout cas, je vais dire, de problèmes sur la santé, c'est vraiment le stress, bien avant l'alimentation. Le stress, voilà, tout le monde y est sujet. Et malheureusement, quand il est trop important, ben, il a vraiment des véritables conséquences néfastes sur la santé. Donc, comme vous le savez, je vais vous dévoiler plein de choses aujourd'hui. Je ne vais pas être avare d'informations. Je vais vraiment vous apporter full valeur et donc toujours des explications claires et simples et ma vision holistique pour que vous sachiez comment gérer votre stress à la fin de ce live. Mais avant cela, j'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous êtes sujette au stress. Et pour cela, vous allez me mettre un petit hashtag stress dans les commentaires, toutes celles qui sont sujettes au stress, que je puisse un petit peu voir combien de personnes voilà, subissent malheureusement du stress. Et savoir donc que le stress est pourvoyeur vraiment de problèmes de santé et pourvoyeur de beaucoup de problèmes de santé malheureusement que vous expérimentez. Et du coup, j'aimerais que vous me disiez aussi dans les commentaires en mettant des petits hashtags, par exemple, un petit hashtag poids ou un petit hashtag fatigue, un petit hashtag troubles hormonaux. Voilà, si vous ressentez ces petits problèmes, donc qui vont être aussi toujours liés au stress. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire avec des petits hashtags. Mais comme vous le savez, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce programme sur le stress, je vais vous expliquer, vous raconter qui je suis, puisque ça a aussi son importance dans ma vision. Et donc, je vais vous donner des explications, vous raconter un peu mon histoire par rapport au stress, comment je l'ai expérimenté et comment je suis aussi arrivée à sortir de ce stress immense, même si je suis malheureusement encore aujourd'hui victime de stress puisque je suis une maman et que quand on est maman, vous le savez, c'est difficile de se séparer complètement du stress.
Je vais aussi regarder régulièrement vos commentaires. Et évidemment, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous me le dites dans les commentaires. Et préparez aussi vos questions parce que à la fin de ce live, je reprendrai les commentaires et je répondrai à toutes vos questions. Donc, pour celles qui me connaissent pas, je m'appelle Marie, je vais avoir 45 ans dans quelques jours. Le mois de juin, c'est mon mois. Et je suis maman de 3 garçons qui ont presque 20 ans, presque 18 ans et un tout petit qui a 2 ans. Je n'ai pas toujours été naturopathe, loin de là. Je suis issue du milieu médical. J'ai été diplômée d'État en manipulatrice d'électroradiologie médicale, donc quand j'avais 23 ans, il y a plus de 20 ans. Et à l'époque, j'avais vraiment la vision conventionnelle de la santé, donc la vision classique que beaucoup de personnes ont, c'est-à-dire on tombe malade, c'est la faute à pas de chance. On va voir son médecin, il nous donne un traitement, on prend le traitement et on est censé aller mieux. Pendant longtemps, j'ai pensé comme ça et différentes choses qui sont survenues dans ma vie m'ont fait changer d'avis et m'ont fait surtout expérimenter que non, la santé, ce n'était pas juste de la chance ou de la malchance et que c'était bien relatif à notre mode de vie, nos comportements et aussi nos antécédents. Hein, donc ça a son importance. Donc, ce qui a commencé à me faire changer d'avis, c'est quand je suis devenue maman en 2005. Durant ma grossesse, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui pourrait être de mieux pour mon enfant. Donc, j'ai commencé à changer ma vision de la santé autour de ça. Je ne vais pas vous refaire le laïus sur l'alimentation et tout ça, puisque j'en ai beaucoup parlé dans les précédents lives. Donc, si vous voulez connaître tout ça, vous pouvez aller écouter les replays. Je vais plutôt vous expliquer comment j'ai commencé vraiment à ressentir beaucoup de stress dans ma vie. Ça a été au moment où j'ai fondé ma première entreprise. Donc, c'était peu de temps après avoir mis au monde mon deuxième enfant. Donc, j'avais, on va dire, 29 ans, pas tout à fait, 29 ans, quand j'ai lancé ma première entreprise. Donc, j'ai quitté mon emploi de manip radio salarié, qui était un emploi sécure, donc un CDI avec un bon revenu. Et je me suis lancée corps et âme dans l'entrepreneuriat parce que je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu cette envie et cette profonde en fait d'entreprendre. Et malheureusement, à l'époque, j'ai choisi le seul métier du paramédical où on ne pouvait pas entreprendre. Parce que, par exemple, si j'avais été infirmière, j'aurais pu me lancer à mon compte comme infirmière. Si j'avais été sage-femme, j'aurais pu me lancer à mon compte comme sage-femme. Si j'avais été kiné, j'aurais pu me lancer à mon compte comme kiné. Mais non, j'ai été manip radio et on ne peut pas se lancer à son compte comme manip radio. Donc, j'ai fait toute autre chose. Donc, dans le milieu, on va dire, alternatif, écologie et on va dire aussi santé, puisque donc j'ai lancé ma première entreprise de création de couches lavables bio. Donc il y avait vraiment un côté écologique et un côté santé. Et c'était en relation avec les différentes allergies que mon fils aîné avait pu avoir. Donc c'est comme ça aussi que ma vision, on va dire, de la santé a commencé à changer. C'est à travers mes enfants finalement. Et donc, quand j'ai lancé mon entreprise, eh ben, oui, j'ai connu le stress, beaucoup plus qu'en étant salarié, puisque ben, je découvrais, voilà, on se lance comme ça, corps et âme, dans quelque chose, on est confronté à plein de choses que l'on ne connaît pas, et aussi la peur, en fait, de ne pas savoir de quoi sera fait demain, ce qui n'est pas le cas quand on est en CDI, par exemple. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 20 ans, quand même, pour les CDI. Mais voilà, pour vous expliquer un petit peu, moi, comment je l'ai ressenti. Donc j'ai fondé ma première entreprise et bon, j'ai fait face à une maladie assez importante puisque bon, j'ai eu un cancer à un moment donné de ma vie qui a récidivé quelques années plus tard, qui a re-récidivé 6 mois après la première récidive. Bon, autant vous dire que ce cancer, il était là pour me dire il faut que tu fasses quelque chose pour ta santé. À l'époque où j'ai eu cette seconde récidive de cancer, je portais 3 casquettes. J'étais donc chef d'entreprise, que j'avais transformé ma micro-entreprise en société. Donc j'étais gérante de ma société. J'étais également manager salarié dans un grand magasin bio. Il y avait 17 personnes sous ma coupelle, on va dire. Et j'étais également à l'époque maman solo de 2 garçons, donc 2 jeunes enfants. Donc beaucoup de responsabilités, beaucoup beaucoup de choses à faire et très peu de temps pour vraiment prendre soin de moi.
Donc, bien que j'étais dans quand même le milieu bio, puisque je travaillais en magasin bio, que j'avais mon entreprise qui était liée à l'écologie et on va dire la santé, je prenais pas vraiment de temps pour moi. Je mangeais bio, tout ça, mais voilà, moi je passais un peu en dernier, on va dire. Et donc ce cancer est vraiment venu pour me dire, écoute, là, il faut que tu ralentisses, tout simplement. C'est pour ça que quand je vous dis que la maladie, c'est pas juste j'ai pas de chance, je tombe malade. Non, la maladie, c'est vraiment quelque chose qui vient pour nous dire maintenant, il est temps que tu prennes soin de toi, il est temps que tu ralentisses. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, j'ai eu ce cancer et là, j'ai changé du tout au tout. J'ai pris le taureau par les cornes et j'ai pris enfin soin de moi. Et j'ai commencé à apprendre à gérer mon stress. Vraiment, ça a été là où tout a commencé vraiment pour la gestion de mon stress. J'ai mis plusieurs choses en place pour ça, des choses dont je vais vous parler à la fin de ce live, puisque ça va être dans le paragraphe où je vais vous parler des actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour gérer votre stress. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Plus tard, j'ai eu la maladie de Lyme chronique. J'ai également eu la maladie de Hashimoto avec tout son lot de dérèglements hormonaux qui font que le cortisol, qui est une hormone du stress, je vais en parler plus tard, nous fait gonfler, nous fait prendre beaucoup de poids. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui sont reliées à ça et qui sont reliées au stress. J'en suis évidemment sortie et il y a donc moins de 2 ans, j'ai expérimenté malheureusement l'entrée en ménopause. Et pareil, là aussi, j'ai appris à gérer mon stress, puisque comme vous le savez, pour celles malheureusement qui expérimentent ça, donc d'abord par la préménopause et ensuite la ménopause, vous savez que les hormones sexuelles, en fait, ovariennes qui chutent drastiquement, à savoir œstrogène et progestérone, nous font complètement, on va dire, péter les plombs. Ça fait augmenter le cortisol. Il y a plein de choses qui se passent, d'où le dérèglement complet de notre système hormonal, la thyroïde et tout ça. Tout est vraiment lié, l'insuline et tout. Et en fait, on expérimente du coup les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, et tout ça produit énormément de stress, puisque on est souvent en proie aux insomnies, et etc., etc. Voilà, donc j'ai connu beaucoup de pathologies, j'en suis sortie, même d'ailleurs de la ménopause, bon, j'en suis pas sortie, je suis dedans, mais je la gère très bien justement grâce en fait à plein de choses que je mets en place avec la naturopathie. Donc comme quoi, rien n'est infaisable, tout est possible. Je vais vous raconter une petite histoire, mais avant de vous raconter une petite histoire, j'aimerais que vous me mettiez dans les commentaires, comme d'habitude, des petits emojis feu, la flamme, pour que vous me montriez votre motivation à poursuivre ce live avec moi et pour me donner beaucoup d'énergie. Donc, je veux voir dans les commentaires le max de petits emojis flamme. Alors, allez-y, allez-y. Et je regarde vos commentaires en même temps. Donc, je vois, ok, vous êtes en proie au stress, vous êtes nombreuses à expérimenter le stress. Ok, malheureusement. Comme je disais, c'est vraiment un énorme fléau aujourd'hui. Et on va voir pourquoi aussi aujourd'hui on est en proie à beaucoup de stress, puisqu'il y a énormément de facteurs qui nous causent du stress. Donc je vais vous raconter une histoire. Donc c'est l'histoire de Sophie. Sophie, elle bosse dans une grosse entreprise et elle est aussi maman de 2 enfants. Et je vais vous raconter la journée de Sophie. Sophie, elle se lève en sursaut, elle est déjà en retard. Elle saute son petit-déj. Elle lance vite fait une machine à laver, en grande vitesse. Elle prépare ses enfants à moitié en pensant à ses mails en même temps. En voiture, elle répond à une note vocale en stressant sur les embouteillages. Elle enchaîne ensuite réunion sur réunion. Elle oublie de boire. Elle saute de nouveau le déjeuner. À 16 heures, elle ressent une chute de tension. Elle grignote vite fait un petit biscuit sucré en cachette. Le soir, elle rentre complètement épuisée, mais elle doit encore gérer les devoirs, gérer le dîner, gérer les lessives, sans jamais s'arrêter. Au final, le soir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'écroule dans son lit et elle finit par scroller sur Instagram ou sur TikTok, le cœur un peu serré, le mental qui tourne, sans comprendre pourquoi elle se sent si vidée. Et tout ça, sans jamais avoir conscience que son système nerveux est en surchauffe. Sophie, elle est manager dans une grosse boîte, mais elle pourrait être aussi chef d'entreprise
ou maman au foyer. Sophie, ça a été moi, comme vous le comprenez, et c'est peut-être aussi toi. Donc, dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans les grandes lignes de l'histoire de Sophie. Mettez-moi tout un petit hashtag Sophie si vous vous reconnaissez là-dedans. Et maintenant, c'est parti. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et en tout premier lieu, on va rentrer dans les coulisses du stress et je vais vous expliquer ce que le corps vit en silence quand on est en proie au stress. Merci énormément pour vos hashtags, pour vos emojis flammes. Il y en a plein. C'est trop sympa. Merci beaucoup. Donc d'abord, moi, comme vous le savez, j'aime bien, quand je parle de quelque chose, déjà toujours resituer où ça se trouve. Je suis fan du corps humain. J'adore en fait l'anatomie, tout ça. Donc je vais vous faire en express l'anatomie du système nerveux. Parce que déjà, comme ça permet de comprendre où il se trouve ce système nerveux. Donc le système nerveux, c'est un chef d'orchestre invisible. Donc il se trouve un peu partout, on va dire, dans le corps. Hein, et peut-être de manière un peu insoupçonnée. C'est comme une sorte de réseau Internet. Il est connecté à tout et il coordonne tout. Donc, dans le système nerveux, il y a d'abord le système nerveux central. Ça doit vous parler. C'est le cerveau et la moelle épinière. La moelle épinière, elle part donc du tronc cérébral, derrière le cerveau, jusque en bas de votre colonne vertébrale. Ok ? Et donc, le cerveau, c'est le centre de commande. Ok ? Et la moelle épinière, elle fait passer les infos comme une autoroute, en fait. Ok ? Donc ça, c'est le système nerveux central. Ensuite, il y a le système nerveux périphérique. Donc, ce sont toutes les ramifications qui partent du tronc central, donc vers les organes, les muscles, jusqu'à la peau. Hein. C'est pour ça que quand on se touche, en fait, on ressent des choses. En fait, la sensation de toucher, c'est nos nerfs, hein, tout simplement. C'est le système nerveux qui permet que l'on ressente ces sensations. Ok ? Et ensuite, il y a un système nerveux que peut-être vous ne connaissez pas. C'est le système nerveux dit autonome. Okay ? Donc, le système nerveux autonome, on l'appelle SNA, il gère tout ce qui se passe sans qu'on y pense. Donc, la digestion, le rythme cardiaque, la respiration, la température du corps, la tension artérielle. Et dans ce système nerveux autonome, il y a deux branches. J'en avais parlé dans des posts dans le groupe. C'est le système sympathique. Donc, c'est celui qui gère un peu le mode alerte et qui s'active quand il y a un vrai danger. Donc, un vrai danger qui soit réel ou simplement perçu, c'est-à-dire nos perceptions peuvent faire qu'on a l'impression que c'est un réel danger et ça ne l'est pas. Ça, c'est l'accélérateur, le système sympathique. Et il y a le système dit parasympathique qui, lui, c'est plutôt le mode repos, récupération, calme. Et en fait, lui, il s'active plutôt quand on est en sécurité. Donc, en fait, c'est le frein, c'est vraiment le réparateur cellulaire. Donc, on va dire qu'on a la pédale d'accélérateur, c'est le système sympathique, et la pédale de frein, c'est le système parasympathique. Mais malheureusement, quand on vit en mode alerte permanente, hein, où on est toujours en alerte sur tout parce que tout nous fait péter des plombs dans la vie, eh ben, on est toujours en mode malheureusement sympathique, qui du coup, pour le coup, n'est pas très sympathique, mais bon, il s'appelle comme ça. Voilà. Donc c'est comme si en fait on conduisait toujours avec la pédale sur l'accélérateur, quoi. Tu vois, genre t'es toujours à fond. Ok ? Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est le stress exactement, parce qu'on parle de stress, mais c'est quoi en fait ? Il faut juste se dire que le stress, c'est pas juste quelque chose qui est dans la tête, d'accord ? C'est pas que le mental, c'est pas que la charge professionnelle, c'est pas que je suis débordée. Le stress, en fait, il a plusieurs visages. Et il y a différents types de stress. Donc, on a le stress physique. Et celui-là, souvent, on le soupçonne même pas, en fait. D'accord ? Le stress physique. Donc, par exemple, ça peut être le manque de sommeil chronique, le stress physique. Ça peut être une douleur persistante, tu vois, une douleur lancinante qui est tout le temps là. Tu as mal, par exemple, très souvent à la tête, ou tu as des douleurs inflammatoires dans ton corps et tout. Donc, tu vois, c'est douleurs persistantes comme ça. Ça, ça crée du stress physique. Ça peut être un microbiote perturbé, tu vois, ton microbiote intestinal quand il est un peu, voilà, il fait un peu sa vie, quoi. Ça peut être aussi le sport avec des entraînements trop intenses. Ça, c'est du stress physique. Souvent, en fait, dans les conversations que l'on a ensemble, vous me dites, pour la plupart, que vous faites du cardio, souvent dans un but de brûler les graisses, en fait, de brûler des calories pour perdre du poids. Donc, la plupart, vous me dites, je fais du cardio, je fais 30 minutes de vélo tous les jours, ou je fais de la course à pied régulièrement, ou je fais du vélo elliptique, ou je fais des hits, mais toujours vraiment dans cette optique d'aller brûler des calories pour perdre du poids. Parce qu'on vous a toujours dit que pour perdre du poids, il fallait cramer des calories, etc., ou être en déficit calorique. Et ben en fait, vous vous en rendez pas compte, mais ça,
ça vous crée énormément de stress physique et malheureusement, c'est contre-productif et on va le voir plus loin en parlant des hormones. Le stress, ça peut être aussi émotionnel, d'accord? C'est en fait tout ce que vous exprimez pas, que vous ravalez, comme par exemple de la colère, de la frustration, de la tristesse, de la culpabilité. En fait, ces émotions qui sont pas digérées, on va dire, elles vont s'imprimer dans votre corps, ok? Et ça crée du stress. Il y a aussi le stress psychique. Celui-là, vous le connaissez mieux, je pense. C'est par exemple la charge mentale, l'hypercontrôle, les conflits internes ou les conflits avec les collègues au travail, par exemple. L'auto-exigence aussi, hein, quand on veut toujours être au top, qu'on se met la barrière très très haute, tout ça, la barre, pardon, très très haute. La pression de réussir ou la peur de décevoir, par exemple. Ça, voilà, ça nous fait garder en mode survie, malheureusement. Donc ça, c'était pour vous expliquer les différents types de stress. Dans le stress physique, je ne l'ai pas noté, mais il y a aussi par exemple les régimes hypocaloriques pour perdre du poids toujours, hein, sont un énorme pourvoyeur de stress physique. Votre corps, ça le met en mode je lutte, parce qu'en fait le corps il a besoin de choses pour être nourri. Et quand on lui donne pas assez de carburant, il lutte et ça vous met en stress physique intense. Alors maintenant, on va parler des hormones du stress. Les hormones du stress, ce sont l'alerte chimique qui va être déversée dans le sang, en fait, pour aller activer ou désactiver certains organes. Ok? Quand votre cerveau, il perçoit une menace, ouais, il déclenche en fait une cascade hormonale. D'abord, on a les deux grosses hormones qui sont l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont utilisées aussi dans le milieu médical, pour certains qui sont dans le milieu médical, pour aller réveiller une personne, par exemple, qui est en train de chuter au niveau de sa fréquence cardiaque. On va lui faire une injection d'adrénaline, par exemple, on dit l'adré. Okay, ça, c'est vraiment pour aller réveiller le corps. En fait, ces hormones sont libérées vraiment à l'espace de quelques secondes et elles préparent le corps à fuir ou à combattre. Ok, donc, on a le rythme cardiaque qui se met à s'accélérer, on a la tension artérielle qui monte et malheureusement, on a la digestion qui s'arrête. Et ça va faire écho à certaines personnes qui subissent vraiment du stress chronique et qui ont des problèmes de constipation, par exemple. Et ben ça, on peut le comprendre en fait, ou de constipation, ou par exemple, ça peut être aussi un microbiote qui finit par être complètement perturbé. Ben, vous le comprenez en fait de cette manière. Si chaque petite chose dans votre vie qui survient vous fait à chaque fois monter comme ça en pression, donc vous sécrétez très régulièrement de l'adrénaline, et ben votre digestion en fait, elle est tout le temps stoppée. Et donc vous comprenez du coup aisément pourquoi vous avez des problèmes digestifs à cause du stress. Et il y a une autre hormone, et celle-là, vous la connaissez certainement mieux parce qu'on en parle de plus en plus, c'est le cortisol. Okay, le cortisol, c'est l'hormone d'adaptation au stress. En fait, il intervient plus lentement que l'adrénaline et la noradrénaline, qui elles donc sont sécrétées, comme je vous ai dit, en quelques secondes. Le cortisol, il prend le relais et lui, il permet de s'adapter au stress. Malheureusement, il reste plus longtemps dans le sang. Ok, il aide à tenir lui face au stress. Mais en fait, si on ne redescend jamais en mayonnaise, là, si on fait jamais redescendre la pression, eh ben en fait ce cortisol, il est donc tout le temps là et au bout d'un moment, il finit par s'épuiser. Et ça, c'est le fameux burn-out. Donc, avant le burn-out, il y a le burn-in où le cortisol, il est tout le temps là, en fait, au taquet. Et une fois que les glandes surrénales, donc qui sont celles qui sécrètent le cortisol, sont épuisées, elles commencent à être fatiguées en fait, et ben elles ne sécrètent plus ce cortisol et on tombe en burn-out. C'est quand en fait le burn-out, on n'a plus la capacité de sécréter du cortisol et en fait on est complètement épuisé. Ok. Au départ, tout ça, c'est quelque chose pour nous protéger. Ça vient de notre cerveau ancestral, de nos ancêtres, où on avait ces mécanismes de protection qui étaient mis en place pour faire face à des dangers vraiment importants, immédiats, comme par exemple quand on se promenait dans la savane et que d'un coup on faisait face à un lion. Et ben, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait vraiment être prêt soit à fuir, soit à combattre ce lion pour sauver sa peau, tout simplement. Aujourd'hui, il n'y a plus de lions. Il n'y a plus de lions aujourd'hui. Quand on se balade dans la rue, il n'y a plus de lions. Par contre, il y a d'autres dangers. Il y a le danger, c'est quoi? C'est ton boss, quand tu vas arriver au boulot, il va te prendre la tête. Donc, tu es là déjà en tension avant d'arriver au taf.
tu es déjà en mode comme ça, tu serres les dents parce que tu sais que tu vas te prendre une réflexion dans la gueule et du coup, bah, ton corps, il se prépare à ça. Euh, ça peut être, tu te promènes dans la rue le soir à 22 heures à Marseille, expérience faite, tu es peut-être un peu plus que 22 heures, mais tu es en mode, oula, tu fais gaffe parce que tu sais que tu peux te faire agresser, quoi. Ça peut être quoi aujourd'hui nos lions? Nos lions, ça peut être le réveil qui a pas sonné, je suis en retard pour déposer les enfants à l'école, la maîtresse elle va me regarder de travers. C'est tout ça nos lions en fait. Donc aujourd'hui on n'a plus de lions, mais on a encore notre système de protection qui est là pour nous mettre en garde. Et malheureusement, aujourd'hui, nos lions, ils sont là partout. Donc, en fait, vous comprenez qu'on est tout le temps en train de sécréter, malheureusement, ces hormones qui, en fait, conduisent à nous épuiser. OK? Alors, le stress qui s'installe. Maintenant, on va parler de ça. Je vais vous expliquer, du coup, quand le stress s'installe, quand on a notre cortisol qui est tout le temps au taquet, ce que ça va faire dans notre corps. Ça va vous intéresser parce que du coup, ça va vous faire écho par rapport à ce que vous expérimentez, vous, comme problème de santé. Je jette juste un œil, je regarde dans les commentaires si tout se passe bien. Mettez-moi un petit commentaire vite fait pour me dire si vous m'entendez toujours bien, si tout est OK. Comme ça, je peux poursuivre sans problème. Alors, je vais vous parler en premier lieu de l'inflammation silencieuse, ok? Donc, le stress chronique active l'inflammation chronique de bas grade. Hein, c'est l'inflammation silencieuse. Alors, c'est pas une inflammation aiguë comme quand on se fait une entorse, par exemple, hein, ou que l'on a une infection, qu'on a une plaie, par exemple, et que ça brûle, ça chauffe et ça fait mal. Ça, c'est l'inflammation aiguë qui crée ça, en fait. Hein. Douleur, chaleur, rougeur, ce sont les trois signes d'une inflammation aiguë. L'inflammation de bas grade, elle, on la ressent pas forcément. Hein, et merci les filles de me dire que tout est OK, super, merci beaucoup. Et en fait, ça va se traduire par exemple par une fatigue persistante, malgré le repos, tu vois. Tu peux faire des bonnes nuits de sommeil, mais tu te lèves, tu as une fatigue toujours, tu as une sorte de poids sur toi. Ça peut être des douleurs articulaires diffuses, des douleurs musculaires, des migraines chroniques, tu vois, tu as souvent mal à la tête et tout. Ça peut être aussi une hypersensibilité sensorielle et émotionnelle. Et moi, ça, je l'ai beaucoup expérimenté. Et je savais pas que c'était dû au stress. J'étais hypersensible pour tout. En fait, même on peut dire que c'est de l'hyperesthésie, c'est-à-dire que tout ce que je sentais, en fait, tout mon même le sens du toucher était vraiment exacerbé. À peine me passait la main sur la peau, j'avais l'impression que ma peau elle brûlait. J'avais vraiment une hypersensibilité comme ça, autant donc sur mes sens que sur mes émotions. Et c'était assez difficile à vivre, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres qui vivaient avec moi. Ça peut être des hypersensibilités alimentaires, donc des intolérances alimentaires, des choses comme ça. Ça peut être une prise de poids dite inexpliquée malgré les efforts que vous faites pour perdre du poids. Et ça, en fait, c'est le stress chronique, l'inflammation de bas grade qui est là, sous-jacente, qui provoque tout ça. Ensuite, il y a donc le cortisol et la résistance à l'insuline. Donc, le stress chronique, par le fait que le cortisol est sécrété en continu, il va mobiliser le corps, il va pousser le corps pardon, à mobiliser tout le temps le glucose. Le glucose, c'est le sucre qui est utilisé par nos cellules. C'est le carburant de nos cellules, le glucose. Okay, donc, en fait, quand on sécrète du cortisol en continu, ça produit une hyperglycémie chronique. C'est-à-dire que comment dire, je vais essayer d'expliquer plus facilement. Le cortisol va faire en sorte que le sucre va être tout le temps présent dans le sang, d'accord? Qu'est-ce que ça induit ça quand on a tout le temps du sucre qui est sécrété dans le sang? C'est que c'est pas bon pour le corps d'avoir du sucre dans le sang. Le corps, il cherche à revenir à l'état d'homéostasie, à l'état d'équilibre, ça veut dire. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe quand on a beaucoup de sucre dans le sang, comme quand on a pris un repas sucré, par exemple, hein, eh ben, on a notre pancréas qui va sécréter l'insuline pour aller faire baisser ce sucre dans le sang et du coup, aller faire introduire le sucre dans nos cellules, d'accord? Donc, on a sécrétion de cortisol, du coup, sucre qui est sécrété dans le sang, sécrétion d'insuline pour essayer de revenir à l'état d'équilibre,
Et malheureusement, comme tout le sucre ne peut pas être introduit dans les cellules, ça va malheureusement ensuite induire une hypoglycémie. Enfin, c'est très complexe tout ça. Et on va avoir du stockage de graisse, du stockage de sucre sous forme de graisse dans nos cellules graisseuses. Et en plus aussi, on va être en proie à des fringales de sucre. Et c'est pour ça que souvent aussi, on a des fringales de sucre en fin de journée. C'est parce qu'en fait, on a eu du stress toute la journée. Et si on n'a malheureusement pas équilibré nos repas aussi par des protéines dès le petit déjeuner, eh ben, on va avoir des fringales de sucre. Okay, ça, c'est notre corps qui cherche en fait à retrouver sans cesse l'état d'équilibre. Okay, on va ressentir aussi une fatigue après les repas. D'accord, on va avoir de la difficulté aussi à tenir plusieurs heures sans manger. Quand on a tout le temps faim aussi, c'est vraiment le stress chronique qui produit ça. Pour les femmes qui ont encore leurs règles, il va y avoir un syndrome prémenstruel amplifié ou malheureusement une irrégularité des cycles. Quand vous avez vos cycles qui deviennent irréguliers, il faut vous poser la question d'un éventuel stress chronique, d'un cortisol trop élevé. Ok. Parlons aussi de d'autres dérèglements hormonaux que vous expérimentez pour la plupart. Quand le cortex cérébral perçoit un danger, donc il envoie à l'hypothalamus, donc qui est une glande qui est dans le cerveau, qui lui-même va parler à l'hypophyse, qui est une autre glande qui est dans le cerveau, et elle va aller donner des ordres aux glandes surrénales dont je vous parlais tout à l'heure, qui sécrètent le cortisol. D'accord ? C'est une chaîne en fait d'hormones. Il y a des systèmes de rétrofeedback, etc. C'est-à-dire que quand il y a une hormone qui est sécrétée, ça va en sécréter d'autres en fait. Ça permet d'agir sur d'autres organes et sécréter d'autres hormones. Et c'est là que vous allez comprendre qu'en fait, ça devient un cercle vicieux quand il y a quelque chose qui commence à se dérégler. Il faut savoir aussi que tout ce qui est hypothalamus, hypophyse et surrénal joue également sur la thyroïde, sur la glande thyroïde qui, elle, sécrète aussi des hormones thyroïdiennes. Et donc, ça va vous faire comprendre en fait que quand les glandes surrénales commencent à être épuisées, le cortisol, il est donc sécrété en trop grande quantité. Il y a des choses qui se passent pas bien au niveau des autres hormones. Donc, c'est pour ça que le stress chronique, la sécrétion chronique de cortisol va jouer sur donc les sécrétions d'hormones thyroïdiennes. Ça va jouer sur les sécrétions d'insuline du pancréas et ça va donc jouer sur les sécrétions des hormones ovariennes. Et c'est pour ça que quand on a un stress chronique, on peut avoir une hypothyroïdie de Hashimoto, on peut avoir donc un syndrome prémenstruel très élevé ou des cycles irréguliers, voire une tombée en ménopause rapidement. On peut avoir donc de la résistance à l'insuline. Voyez maintenant à quel point le stress chronique est pourvoyeur de problèmes de santé que vous expérimentez, vous, là, pour la plupart dans ce groupe, malheureusement. Donc, tout ça, c'est assez dramatique, malheureusement. Donc, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, c'est que le stress chronique, c'est un gros pourvoyeur de problèmes de santé, avant même la mauvaise alimentation. Autre chose, le stress chronique va jouer sur le système digestif. Donc, pareil, on va expérimenter quoi dans le corps? Des ballonnements après les repas ou une sensation de brique dans l'estomac, de la constipation chronique, des reflux, des gaz, de l'inconfort permanent, une hypersensibilité digestive. Donc, ça va être des intolérances à certains aliments. Voilà. Ça va jouer sur quoi? Sur votre sommeil et vos humeurs. Donc, vous allez avoir des humeurs en montagne russe, puisque le stress chronique dérègle votre horloge interne, donc qui est le cycle circadien. J'ai toujours du mal à le dire. Et ça joue sur donc la production d'autres hormones, donc sérotonine et mélatonine que vous connaissez bien. Donc, sérotonine, c'est l'hormone du bien-être et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et elles sont directement impactées, ces hormones, quand vous êtes en proie à du stress chronique. C'est bien pour ça que quand on est stressé, on a du mal à trouver de la joie de vivre, ou on a du mal à trouver le sommeil, ou avoir une nuit de sommeil qui ne soit pas entrecoupée. Donc, ça donne quoi? Techniquement, ça donne des endormissements difficiles, des réveils nocturnes, souvent entre 2h et 4h du matin. Ça donne des ruminations mentales, une humeur instable, donc tendance à la colère ou au découragement, une hypersensibilité émotionnelle. D'accord? Et le paradoxe de tout ça, c'est qu'on est épuisé, mais pour autant, on n'arrive pas à trouver le sommeil. C'est un truc de fou, en fait.
Vraiment, le stress nous met en mode, on est en alerte permanent, quoi. Ok. Alors, maintenant, pour cette dernière partie, ce qui va vous intéresser le plus, donc je vais assez vite, hein, parce que je voudrais pas que ce live dure plus d'une heure comme les autres fois. Et là, je vais insister un peu plus sur comment vous allez pouvoir retrouver concrètement des clés pour essayer de retrouver un bien-être en diminuant votre stress, d'accord? Donc, faut savoir quelque chose, c'est que on n'est pas foutu, hein, c'est juste notre corps qui nous protège comme il a pu jusque-là, en fait. Mais le but, c'est de plus être en mode alarme permanent et de retrouver en fait un autre mode de fonctionnement, de changer de fréquence, tout simplement. Ok. Je vais vous expliquer comment on peut reconnaître concrètement un système nerveux qui est dérégulé. Donc, quand le système nerveux il est dérégulé, en fait, il n'arrive plus en fait être comment dire, à tourner entre le mode pédale d'accélérateur et pédale de frein. C'est-à-dire que normalement, si le système nerveux est bien régulé, on doit conserver ce mode en fait où on peut alterner entre action et repos. Parce que il faut quand même qu'on puisse, en cas de danger réel, activer notre système nerveux sympathique. C'est-à-dire que si on fait face vraiment à un danger, quelqu'un qui nous agresse dans la rue, il faut qu'on soit capable de faire face à ce danger. Donc, il faut pas que notre stress, le stress, il est, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le stress, c'est quelque chose de bon dans certains cas. On a besoin de ça. C'est ce qui nous a permis de survivre pendant des années et des années, quoi. Hein. Si on n'avait pas eu ça, c'est un système de protection. Donc, si on n'avait pas ce système de protection, on serait mort. Hein. Donc, c'est important de le conserver, ça. Mais justement, quand le système nerveux il est dérégulé, eh ben, on arrive, certaines personnes, donc de toute façon en burn-out, n'arrivent plus à avoir même la pédale d'accélérateur. C'est-à-dire que s'il y a un danger qui arrive, en fait, elles peuvent mourir, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est quand même très important d'arriver à alterner entre pédale d'accélérateur et pédale de frein. OK. Donc, quand le système nerveux est dérégulé, c'est-à-dire quand il n'arrive plus en fait à alterner entre action et repos, les signes visibles, c'est quoi? C'est une fatigue inexpliquée, même au réveil. Ça va être l'hypersensibilité au bruit, à la lumière ou aux odeurs. Okay. Ça va être de l'anxiété constante ou sous-jacente, de l'irritabilité, des larmes faciles, une hyperréactivité émotionnelle, des difficultés à se concentrer ou des pertes de mémoire à court terme. Ça va être des troubles digestifs, aussi ballonnement, constipation, diarrhée, etc. Un sommeil peu ou pas récupérateur et des réveils nocturnes. Ok. Donc tout ça, c'est pas un manque de volonté, c'est vraiment qu'il y a un déséquilibre neurologique en fait derrière. Ok. Concrètement, on peut aller voir comment ça se passe au niveau de la biologie, parce que parfois certaines personnes ont des troubles. Je le vois dans les discussions, elles ont des troubles et elles savent pas trop si elles ont le cortisol qui est dans les chaussettes ou qui est le cycle du cortisol qui est dérégulé, etc. Donc il y a certains marqueurs qui peuvent confirmer ce dérèglement. D'accord. Alors attention, je mets un bémol là-dessus, c'est que on est beaucoup à passer à côté de ces marqueurs biologiques parce que les analyses classiques ne suffisent pas pour vérifier ça. D'accord. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais ce que l'on peut faire, rechercher. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez, parce que certaines, des fois, me demandent dans les messages privés qu'est-ce qu'elles peuvent demander à leur médecin pour voir si elles ont un problème de cortisol. On peut faire rechercher le cortisol salivaire, et j'insiste sur salivaire, sur la journée. Ça, c'est vraiment pour voir le vrai rythme, le vrai cycle du cortisol, en fait, sur la journée. Parce que faire juste le cortisol à 8 heures, ça ne suffit pas. D'accord. Souvent, votre médecin vous prescrit le cortisol à 8 heures, mais ça ne suffit pas. Il faut voir le cycle du cortisol salivaire sur la journée. En général, ça ne se fait pas dans les labos de proximité, ça se fait sur des labos spécialisés. Donc, quand le signe qui montre que vous avez un dérèglement, c'est quand le cycle du cortisol est inversé. D'accord. C'est-à-dire que normalement, on est censé sécréter du cortisol le matin et il est censé s'apaiser en fin de journée pour qu'on soit vraiment dans un mode repos le soir. Et dans le cas où vous avez du stress chronique, souvent le matin, votre cortisol il est dans les chaussettes et au contraire, le soir, il s'active. Donc, c'est pour ça que vous vous réveillez le matin, vous êtes complètement démotivé, vous avez envie de rester au lit et vous êtes crevé. Et en fait, parce que vous n'avez pas ce cortisol qui est sécrété pour être à fond dès le matin. Et le soir, au contraire, d'un coup, vous avez un regain d'énergie et du coup, vous n'arrivez plus à vous endormir. Donc ça, c'est un signe. Okay.
Vous avez un marqueur, ça que vous pouvez faire en labo de proximité, c'est la DHEA, la fameuse hormone anti-âge, dont on peut prendre des compléments aussi. En France, ça se trouve pas, mais on peut faire venir des compléments des États-Unis pour augmenter sa DHEA. Ne jamais prendre sans l'avoir fait doser, parce qu'il faut vraiment savoir en fait si on a suffisamment de DHEA. Ça, c'est un indicateur précieux de la vitalité des glandes surrénales. On peut faire doser certains neurotransmetteurs comme la sérotonine, le GABA, la dopamine. Pareil, c'est pas forcément dans les labos de proximité. Ce que vous pouvez faire en labo de proximité pour voir par exemple si vous avez une résistance à l'insuline, ce qui est un signe de stress chronique, hein, la résistance à l'insuline, mais pas que, hein, ça peut être aussi que le mode d'alimentation qui crée une résistance à l'insuline. Donc vous pouvez faire la glycémie à jeun. Ça, c'est en général ce qui est toujours fait par votre médecin pour voir si vous avez du diabète, mais ça ne suffit pas. Hein. Une glycémie à jeun ne suffit pas pour dire si on a une résistance à l'insuline. Il faut faire également l'insulinémie, l'hémoglobine glyquée et le test OMA. Ok, ça, c'est vraiment le package complet qui permet de voir si on a une résistance à l'insuline. Et si on a une résistance à l'insuline, c'est un indicateur pour voilà, pour dire qu'on a du stress chronique. Et on peut faire la CRP ultrasensible, ça c'est aussi en labo de proximité. Ça c'est pour détecter une inflammation de bas grade, mais parfois elle est normale et il y a quand même une inflammation de bas grade. Donc bon, CRP ultrasensible, je l'ai noté, mais c'est pas forcément le plus indicateur. Une chose à savoir, c'est que en fait, il ne faut pas prendre ces éléments à part. Il faut vraiment les interpréter avec une vision d'ensemble, vraiment, avec un questionnaire à côté. Et, voilà. Enfin, c'est pas juste je fais des analyses et j'ai ça, 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 ça. Non, 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 non. C'est les analyses biologiques aident à faire des diagnostics, mais elles ne sont pas juste indicatrices de tel ou tel diagnostic. D'accord? Donc, c'est ce que je fais moi dans mes accompagnements. J'ai une vision d'ensemble. Je m'appuie sur certains marqueurs biologiques pour aller confirmer ce que je pense à travers un questionnaire. Et il y a toujours voilà les questionnaires qui me permettent de comprendre ce que vit ma cliente en fait. Ok, c'est vraiment pas un chiffre isolé qui raconte notre histoire, hein, c'est vraiment la globalité. Alors maintenant, parlons concrètement de comment on peut commencer à réguler notre système nerveux dérégulé. Ok, donc, le but, c'est pas de se mettre un programme militaire, parce que si on est déjà stressé, on va pas se mettre des contraintes supplémentaires qui vont de nouveau nous produire du stress. C'est pas le but. Hein. On est stressé, on va pas se mettre une charge mentale avec un programme comme ça, à dire il faut que je fasse ça, 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 pour que ça produise encore plus de stress. D'accord? C'est à nous, en fait, d'aller trouver une boîte à outils donc de petites choses à droite à gauche qui peuvent nous aider à gérer notre stress et en tout cas réguler notre système nerveux. C'est marrant parce que hier j'ai fait un coaching avec une cliente justement, on a travaillé sur sa boîte à outils donc pour réguler son système nerveux parce qu'elle était en proie vraiment à une période de stress intense et il y avait plein de choses qui faisaient qu'elle était sortie de sa ligne de conduite qu'elle menait très bien depuis ça fait maintenant 2 mois que je l'accompagne, je crois 2 mois et demi, 3 mois, 2 mois. Et en fait, elle rencontre une période un peu compliquée dans voilà dans sa profession. Et elle avait du coup certaines actions qu'elle menait plus correctement et d'autres qu'elle faisait. Elle était sortie de sa ligne de conduite et on a travaillé ensemble donc pendant un coaching donc dans le cadre de son accompagnement sur sa boîte à outils personnalisée pour aller réguler son système nerveux. Et ça a été vraiment pour elle, on va dire, révélateur. Elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait plein de choses qu'elle pouvait trouver pour aller réguler son système nerveux et elle va le mettre en place. Et voilà, du coup, c'était cool. Donc, quelques pistes donc douces mais puissantes pour réguler votre système nerveux. Donc, il y a quelque chose dont je vous ai pas parlé dans le système nerveux, c'est le nerf vague. Ça vous parlera peut-être parce que c'est vrai que c'est beaucoup à la mode. On voit beaucoup de choses là-dessus sur le nerf vague. Le nerf vague, c'est un immense nerf qui part du cerveau jusqu'au ventre et qui régule plein de fonctions dans votre organisme. Et ce nerf vague, quand il est endormi, aller le stimuler, ça permet de réguler le système nerveux. Donc, on peut aller stimuler le nerf vague avec la cohérence cardiaque. Ça vous parle sûrement la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, c'est une sorte de respiration que l'on peut faire plusieurs fois dans la journée, à raison de 5 minutes. Donc, c'est pas beaucoup,
mais il faut le faire au moins 3 fois 5 minutes par jour. C'est que vous allez inspirer, donc en vraiment gonflant votre ventre. C'est important de gonfler le ventre comme la respiration donc dite abdominale des enfants. Vous inspirez en gonflant le ventre sur un rythme de 5 secondes et vous expirez en rentrant le ventre sur un rythme de 5 secondes. Donc, c'est le rythme 5-5 et c'est très puissant. Vous faites ça pendant 5 minutes, ça va aller stimuler votre nerf vague et vous allez ressentir un calme immense après avoir fait ça. Ça, vraiment, c'est game changer. Faites-le. Si vous avez pas le temps ou vous n'avez pas envie de le faire 3 fois 5 minutes par jour, vous pouvez le faire uniquement dans un moment dans la journée où vous sentez que vous êtes en train de péter les plombs. Ça peut arriver des fois, je sais pas moi, après avoir remis un gros dossier, après une grosse réunion, après des enfants, quand on garde des enfants, par exemple, j'ai des clientes qui gardent des enfants, qui sont fatigués de ça. Quand les enfants sont partis, aller se prendre 5 minutes pour soi, se faire cette cohérence cardiaque, ça va tout de suite aller mettre votre système nerveux en mode calme. Ok ? Il y a autre chose que l'on ne fait malheureusement pas suffisamment. Ça va être la marche consciente dans la nature, avec, si possible, un ancrage vraiment, donc avec les pieds nus et à la lumière naturelle le matin. Donc là, on rajoute beaucoup de contraintes, c'est sûr. C'est peut-être pas un outil que vous allez utiliser si vous avez une vie un peu trop intense. Mais pour celles peut-être qui travaillent pas, qui sont à la retraite ou qui voilà, qui sont arrêtées parce qu'elles sont en période de burn-out, je ne sais quoi encore. Si vous pouvez, ou qui travaillent l'après-midi par exemple, qui ont du coup du temps libre le matin, vous pouvez le matin vous prendre un temps pour vous d'aller marcher une petite demi-heure dans la nature, si possible vraiment dans la nature, et si possible pieds nus, pour vraiment aller décharger toute l'électricité qui est de trop en fait dans votre corps. C'est ce qu'on appelle le grounding en anglais, c'est l'ancrage vraiment. Et comme ça, vous allez recevoir l'énergie tellurique du centre de la Terre et en même temps recevoir l'énergie cosmique du ciel. Et c'est pas encore un truc perché de naturaux ou spirituel ou je ne sais quoi. C'est juste parce que nous sommes des êtres électromagnétiques et que l'on a besoin de se mettre à la Terre. Et oui, 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 comme votre installation électrique dans votre maison, il faut qu'il y ait une mise à la Terre, sinon c'est problématique. Donc nous, c'est pareil, on ne se remet pas en fait suffisamment à la terre et c'est super important de temps en temps de marcher pieds nus dans l'herbe. Voilà, les beaux jours arrivent, enfin, espérons, parce qu'il fait super moche aujourd'hui, par exemple. Mais bon, les beaux jours arrivant, on va peut-être être plus dans nos jardins et essayons de nous mettre les pieds nus le maximum, vraiment pour aller décharger l'énergie négative en fait à la terre. Ok. Quelque chose que l'on peut faire et on le fait parfois sans prendre conscience que ça en fait permet de réguler notre système nerveux, c'est de faire des bains chauds. Des bains chauds ou ne serait-ce même qu'une douche chaude le soir, d'accord? Ça active vraiment le système parasympathique. Si vous pouvez faire un bain chaud avec du sel d'Epsom et que vous pouvez mettre quelques huiles essentielles de lavande vraie, par exemple, ou d'orange douce, je vous garantis que vraiment, vous allez vous mettre en mode repos. Mais ça, je pense, c'est quelque chose que l'on fait plus facilement. Souvent, on se cocoune dans le bain et c'est vrai, vraiment, c'est juste parce que ça active notre système nerveux parasympathique. On peut faire aussi des automassages, donc les massages du nerf vague, donc au niveau du cou, du visage. Allez vraiment se masser là tout doucement. Ça active aussi le système lymphatique. Et on peut masser son ventre aussi avec de l'huile essentielle de basilic tropical, par exemple. C'est antispasmodique, c'est bon pour la constipation. Et en fait, le fait de masser son ventre comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens de la digestion, en fait, ça nous met en mode calme. Ok. Il faut aussi que vous ayez une routine de sommeil stable. Essayez vraiment de vous lever et de vous coucher toujours à la même heure, même le week-end, franchement. Alors pour celles malheureusement qui ont des rythmes de travail où c'est un coup elles travaillent le matin, un coup c'est l'après-midi, un coup c'est des nuits. J'ai quelques clientes comme ça. Je sais, c'est très difficile et c'est pour ça aussi que vous êtes très stressé malheureusement. C'est parce que vous ne pouvez pas donner à votre corps ce signal d'être toujours dans un rythme de sommeil stable. Malheureusement, bon, on n'a pas le choix. C'est qu'on des fois certains boulots nous infligent ça. Et du coup, essayez de trouver d'autres outils pour aller réguler votre système nerveux. Mais pour celles qui peuvent avoir un rythme de sommeil stable, même le week-end, essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure. Vraiment, ça va vraiment vous mettre en mode repos. Même si vous pensez
que de dormir 2 heures de plus le matin, le week-end, faire donc la fameuse grasse mat, ça va vous aider. Vraiment, c'est pas ce qui va vous aider le plus. Vaut mieux que vous vous leviez à la même heure que la semaine et que vous fassiez une sieste l'après-midi. Franchement, c'est pour votre corps, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez aussi utiliser certaines huiles essentielles pour aller réguler votre stress. Autant en diffusion qu'en respiration ou qu'en massage. Donc, je pense notamment à l'huile essentielle de petit grain bigarade, à l'huile essentielle d'orange douce et à l'huile essentielle de lavande fine ou lavande vraie. Ce sont vraiment des petites perles vraiment de bien-être, les huiles essentielles. Autre chose qui est souvent négligée, et moi j'expérimente de plus en plus pour favoriser mon sommeil, parce que comme vous le savez, ou si vous m'avez lu sur mon profil, je me plains souvent entre guillemets de mon sommeil, parce que j'ai un bébé, enfin un bébé, c'est plus vraiment un bébé, hein, il devrait dormir plus. C'est un petit garçon qui a 28 mois et qui ne dort pas encore complètement bien la nuit, qui demande la tétée, et donc il me réveille. Et en plus de ça, j'ai maintenant mon deuxième fils qui vient d'avoir son permis de conduire et qui donc part, qui a une voiture depuis quelques jours et qui part le soir expérimenter la vie avec sa voiture. Il va voir les copains, il sort et ça, l'air de rien, ça me met en mode alerte. Que je le veuille ou que je le veuille pas, je suis une maman, c'est comme ça, et je suis en mode alerte beaucoup le soir, et du coup j'ai du mal à trouver le sommeil. Donc j'expérimente depuis 2 jours du coup de manger plus de glucides le soir, et cette nuit j'ai fait une très bonne nuit en fait. J'ai halluciné. Hier soir j'ai mangé du riz. D'habitude je le fais pas, et là j'ai mangé une belle dose de riz blanc basmati, et j'ai bien dormi, et je pense que vraiment ça m'a aidé. Mais en tout cas c'est prouvé scientifiquement, biochimiquement, que manger des glucides le soir, ça aide à produire la sérotonine et la mélatonine, et que du coup, ça favorise le sommeil. Donc, ça vous met en mode repos le soir de manger des glucides. Donc, manger moins de glucides le midi, c'est mieux parce que du coup, ça évite la fatigue dite postprandiale, donc après le repas. Donc, des fois, vous êtes complètement crevé comme ça après le repas de midi, c'est parce que vous avez mangé trop de glucides. Donc, évitez les glucides le midi, mangez-les plus le soir. Et ne croyez pas que c'est parce que le soir, vous allez dormir que vous allez stocker du gras à manger des glucides. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche dans le corps. OK? Je vais vous parler maintenant des compléments qui peuvent soutenir vraiment votre système nerveux. Ok. Alors, ça ne remplacera jamais un vrai travail de fond, d'accord, mais quand même, certains nutriments et plantes peuvent vraiment soulager et aider à réguler le système nerveux. Je vais parler en tout premier lieu du best, des best, des best, des best, et je vous dis souvent d'en consommer, c'est du magnésium. Le magnésium, en général, quasiment tout le monde est en carence de magnésium. C'est comme la vitamine D, en fait, hein, le magnésium. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, quand le système nerveux est en mode alerte, il va aller consommer du magnésium. Okay, donc c'est pour ça que vu qu'on est toutes en stress chronique, eh ben, on est toutes en carence plus ou moins intense de magnésium. Et pour peu que vous ne mangiez pas suffisamment d'aliments contenant du magnésium, ben forcément, votre corps il est toujours en train de puiser dans le magnésium, et vous êtes en carence. Et malheureusement, du coup, c'est le cercle vicieux, puisque du coup, si vous n'avez pas assez de magnésium, ben, votre système nerveux est dérégulé. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, le magnésium, c'est vraiment le calmant du système nerveux par excellence. N'achetez pas n'importe quel type de magnésium. Il faut que ce soit un magnésium bien assimilé par le corps, bien biodisponible. Et malheureusement, ce que l'on trouve en pharmacie, c'est pas qualitatif, et ça vous file mal au ventre. Donc, si vous voulez un bon magnésium, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires un petit hashtag magnésium, ou carrément même à venir m'écrire un message privé. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Moi, je suis sûre de pas rater votre petit hashtag magnésium. Vous m'écrivez en message privé, donc sur mon compte, hein, Marie Cometto, et vous me dites coucou Marie, donne-moi le lien de ton magnésium qui est au top du top, et je vous enverrai ça. Il y a les plantes adaptogènes. Donc les plantes adaptogènes, elles sont très utiles pour aller soutenir les glandes surrénales sans les surstimuler. Donc une que vous connaissez beaucoup, qui est une plante ayurvédique, donc indienne, c'est l'ashwagandha. Il y a aussi la rhodiola, et il y a aussi l'éleutérocoque. L'éleutérocoque, c'est une plante plutôt européenne. Donc voilà, après c'est l'un ou l'autre, j'ai envie de dire, mais c'est bien souvent de faire un mix entre l'ashwagandha et la rhodiola. Il y a les plantes calmantes, donc comme la passiflore, la mélisse, l'aubépine. Ça, elles sont vraiment intéressantes en cas d'anxiété, en cas de palpitations cardiaques ou de troubles du sommeil.
Autre chose pour aller soutenir le cerveau, calmer l'inflammation de bas grade, c'est aussi un vrai game changer. Ce sont les oméga 3, donc en complément. Si vous n'en mangez pas assez dans l'alimentation, c'est très intéressant de se complémenter en oméga 3. Là, c'est pareil, si vous voulez un bon complément, c'est le même labo d'ailleurs. Je peux vous envoyer un lien pour acheter des oméga 3 de très bonne qualité. Puisque les oméga 3 dans les compléments alimentaires étant issus des poissons gras, il faut qu'il y ait un faible indice Totox, c'est-à-dire que ce soit issu de poissons gérés correctement, que ça vienne pas de mer où les poissons sont intoxiqués à fond aux métaux lourds, sinon vous faites une petite cure de métaux lourds et c'est pas ce que l'on recherche, surtout pas pour le système nerveux d'ailleurs. Hein. Alors j'en ai pas parlé, tiens, des métaux lourds pour le système nerveux. Je n'ai pas parlé dans ce live de comment on peut aussi aller se désintoxiquer des métaux lourds pour aller réguler son système nerveux. Bon, c'est quelque chose que je travaille lors de mes accompagnements parce que ça, ce serait trop complexe d'en parler là. C'est vraiment quelque chose qu'on va aller rechercher dans le questionnaire. Si vous êtes intoxiqué aux métaux lourds, qu'on peut aller rechercher avec des bilans biologiques bien particuliers et vraiment aller travailler en profondeur dessus, puisque certaines, vous êtes en proie à des problèmes neurologiques suite malheureusement aux vaccinations entre guillemets vaccination du Covid, puisque il y a les vaccinations, comme vous le savez, enfin les vaccins pardon, sont très riches en métaux lourds. Il y a des métaux lourds dans les vaccins qui sont utilisés à titre de conservateur et qui vont complètement aller bousiller votre système nerveux. Et donc certaines personnes malheureusement fait des maladies neurologiques suite aux vaccinations, comme la maladie de Guillain-Barré, la sclérose en plaques, et d'autres. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour ça que voilà. C'est parce qu'en fait, il y a les métaux lourds et les métaux lourds, donc intoxiquent votre système nerveux en fait. Ok. Donc, si vous consommez des oméga 3, eh bien, ça peut soutenir cette inflammation du système nerveux. Il y a aussi la vitamine B6, la vitamine B9. Donc, vitamine B9, on l'appelle aussi l'acide folique. C'est très important comme vitamine. Vous la trouvez beaucoup dans les légumes verts, notamment dans la mâche. Donc les légumes verts, mais aussi donc qu'on appelle ça les légumes feuillus, donc les salades, mais notamment les épinards et la mâche, vous en avez beaucoup. C'est une vitamine enfin on demande aux femmes enceintes de se complémenter avec dès qu'on sait qu'on veut tomber enceinte, il faut se complémenter en vitamine B9 et tout le premier trimestre de la grossesse. Pourquoi? Eh ben c'est pour la bonne construction du système nerveux de votre bébé. Donc c'est pour ça que c'est une vitamine qui est essentielle pour soutenir le système nerveux et que si on en manque, eh ben, on a des problèmes de système nerveux, hein, donc système nerveux dérégulé. C'est pour ça que vous pouvez en manquer si vous ne mangez pas suffisamment de légumes verts. Okay, et elles aident en fait à la synthèse des neurotransmetteurs. Et il y a aussi la vitamine B12. Donc la vitamine B12, c'est la vitamine qui manque aux personnes qui sont véganes ou végétariennes, si elles ne mangent pas suffisamment d'œufs, par exemple, les végétariennes, ou de poissons, parce que bon, il y a des pesco-végétariens, mais des végétariens juste avec les œufs ou les produits laitiers. Et donc la vitamine B12 est une vitamine qui n'est apportée que par l'alimentation, le corps ne la fabrique pas. Le corps la fabrique, mais dans l'intestin, à partir de certaines souches de bactéries dans votre microbiote, mais qui sont alimentées par les produits animaux. Donc c'est pour ça que si vous ne mangez pas suffisamment de protéines animales, vous ne pouvez pas fabriquer suffisamment de vitamine B12. Et du coup, si vous êtes en carence de B12, vous avez des problèmes de système nerveux. Et la carence en vitamine B12, ça donne des symptômes que je ne souhaite à personne. Donc c'est pour ça que je dis souvent aussi que le régime vegan, si en plus on ne se complémente pas en vitamine B12, n'est pas un régime santé, puisqu'on n'est pas fait en fait pour ne pas manger des protéines animales, pour cette raison-là. Ok. Donc voilà, je vous ai donné mes outils donc qui sont des clés en fait de régulation. Malheureusement, il faut quand même savoir que pour rééduquer un système nerveux en profondeur, il faut vraiment aller voir la cause racine, vraiment ce qui crée en fait la dérégulation de ce système nerveux. Et ça, c'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements individuels, parce que le but c'est pas de se contenter d'aller juste calmer les symptômes, mais d'aller vraiment rechercher ce qui crée ces troubles pour définitivement agir dessus. Et ça ne se fait pas, voilà, juste comme ça, en prenant des petites choses à droite à gauche. Ça se fait vraiment en allant faire un bon bilan holistique, vraiment aller rechercher ça par des questionnaires, par vraiment des questions que je vous pose. Et je le fais vraiment comme ça dans mes accompagnements individuels. Ok.
Quoi vous dire d'autre? Donc maintenant, si vous sentez que vous voulez aller plus loin, si vous en avez assez de tourner en boucle et que vous voulez un vrai changement durable, hein, que voilà, vous en avez marre en fait d'être tout le temps en stress, de ne pas savoir comment gérer vos troubles thyroïdiens, votre surpoids, votre résistance à l'insuline, votre stress chronique, parce que tout ça est malheureusement lié. Si vous avez envie de travailler avec moi en accompagnement personnalisé pour vous libérer définitivement de tout ça, de tout ce stress qui engendre des méfaits sur votre corps, écrivez-moi en commentaire un petit hashtag je veux et j'irai vous expliquer en message privé comment je peux vous accompagner individuellement. Donc c'est sans engagement cette explication, c'est le premier vrai pas vers votre bien-être en tout cas. Donc n'hésitez pas à m'écrire ce petit hashtag je veux. Donc je suis contente parce que j'ai pile fait 1 heure. Donc je suis trop contente pour une fois, je tiens mes délais. Et du coup maintenant je vais pouvoir regarder vos commentaires, voir les questions que vous m'avez posées en commentaire et je vais y répondre. Alors n'hésitez pas à me poser vos questions, je ne sais pas si vous m'en avez déjà posé. Je vais regarder et je prends le temps de vous répondre. Merci pour vos gentils messages. Vous dites que c'est passionnant. Ouais, de douleurs articulaires. Amandine, tu me dis que tu as plutôt une question de perte de poids qui te fatigue beaucoup. Alors oui, c'est vrai que je parle souvent de prise de poids, de résistance à la perte de poids, mais effectivement, les personnes qui perdent aussi beaucoup de poids, en fait, c'est aussi une des conséquences d'un système nerveux dérégulé, puisque justement, comme je vous expliquais, ça joue sur la thyroïde. Alors souvent, ça joue dans le côté où ça ralentit la thyroïde, donc ça la met en hypofonctionnement, donc hypothyroïdie. Chez d'autres personnes, ça, au contraire, ça active trop la thyroïde. Donc voilà, en fait, ça dépend de notre terrain. C'est ce que j'ai expliqué dans les précédents lives. Suivant notre terrain, en fait, on va imprimer tel ou tel symptôme. Ok, vous êtes nombreuses à me demander pour le magnésium oméga 3. Alors Emmanuel, tu me demandes, n'hésitez pas à me poser vos questions. Hein. Vraiment, je suis là pour ça. On va se prendre un temps. Donc si vous avez n'importe quelle question à me poser, même si c'est pas en lien avec le stress, si c'est une autre question, parce qu'en fait, en vrai, tout est en lien avec le stress. Donc n'hésitez pas à me poser tout ce qui vous passe par la tête. Je vais y répondre vraiment avec plaisir. Donc Emmanuel, tu me demandes, est-ce que les vaccins peuvent aussi provoquer des dépressions? Je vois de plus en plus de gens qui semblent aller mal depuis la vaccination du Covid, je pense, oui. Alors oui, bien sûr, parce que je n'ai pas parlé de ça, mais en fait, le système nerveux, il est aussi présent dans votre ventre. Dans le ventre, on le dit souvent que le ventre, c'est le deuxième cerveau, l'intestin, hein, c'est le deuxième cerveau. Parce qu'en fait, il y a énormément de cellules nerveuses dans votre intestin. Et donc, quand un intestin est malmené, qu'on a des troubles digestifs, qu'on a la boule au ventre sans cesse, etc., et forcément, on a des troubles du système nerveux, donc des troubles dépressifs, très souvent. Et souvent, quand on va aller travailler sur le système digestif, on se libère de la dépression. Et oui, donc justement, les vaccinations du Covid jouent beaucoup sur, malheureusement, sur des effets secondaires de dépression. C'est vraiment lié à la fabrication des neurotransmetteurs qui se fait dans l'intestin, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faudrait que je vais remettre je vais faire un reset des commentaires parce que ça se met pas en fait à jour. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'en savoir plus sur mon accompagnement personnalisé, mettez-moi vos petits hashtags je veux là dans les commentaires. J'irai vous expliquer ça avec grand plaisir. Amandine, tu me demandes concernant la marche le matin, j'ai déjà entendu que marcher dans la rosée est déconseillé. Alors ça, est-ce justifié selon toi? Marcher dans la rosée est déconseillé. Alors, j'ai envie de te dire, c'est la première fois que j'entends cela. Je suis étonnée. Je vois pas pourquoi ça serait déconseillé, mis à part peut-être en plein hiver. Si tu, si tu marches pieds nus, peut-être voilà, tu peux abaisser un petit peu ton système immunitaire. Mais non, je vois pas pourquoi ça serait déconseillé de marcher dans la rosée.
Est-ce que tu avais, toi, un argument qui expliquait cela? Parce que j'aimerais bien savoir pourquoi, du coup, ça serait déconseillé. Ça m'intéresse parce que je trouve ça étonnant. Non, non. Non, je pense qu'au contraire, c'est très bon pour la santé, quoi, dans n'importe quel élément, en fait. Alors, il faut que comment dire? Je mette à jour les commentaires parce que ça ne marche pas. Bon, alors sur l'ordinateur, il n'y a carrément aucun commentaire qui s'affiche, comme ça, on va dire, c'est réglé. Alors, je vais remettre, hop, pour une histoire de rate. Ah oui, d'accord, ça c'est par rapport à l'énergie, OK, c'est par rapport à la médecine traditionnelle chinoise. OK. Oui, bah alors en fait, la rate n'aime pas tout ce qui est froid. C'est pareil pour manger froid en médecine traditionnelle chinoise. On dit toujours qu'il faut manger quand même plutôt chaud l'hiver parce que justement ça va affaiblir la rate. Donc c'est par rapport au système immunitaire, hein, la rate entre autres. Et moi je suis pas formée en médecine traditionnelle chinoise. Ça m'intéresse parce que toutes les médecines traditionnelles m'intéressent. Elles ont toujours une part de vrai. Mais ça s'explique même sans parler de médecine traditionnelle, ça s'explique juste par le fait que effectivement, il peut y avoir un affaiblissement du système immunitaire, mais bon, si tu es relativement en bonne santé, tu peux marcher dans la rosée sans problème. Merci en tout cas à toi d'avoir précisé ça. Alors je crois qu'il y a plus d'autres questions. N'hésitez pas si jamais. Je vais refaire un petit reset, parce que des fois malheureusement c'est juste que ça ne se remet pas à jour. Sinon, j'y répondrai dans les commentaires. Ah, il y en a une autre. Je ne me sens pas vraiment stressée, mais incomprise. Ça a la même source. Alors, ça, il faudrait aller creuser, Laurence, parce que tu te sens incomprise. Hein, ça est de l'ordre de l'émotionnel. Donc, ça peut effectivement, si tu te sens tout le temps incomprise, ça peut être justement être un signe de ton système nerveux qui est dérégulé. Maintenant, il faudrait comprendre la source de tout ça. On pourra en discuter si tu veux. Mais oui, ça pourrait effectivement être un symptôme de système nerveux dérégulé. Mais du coup, c'est une forme de stress. Mais il faudrait comprendre d'où ça vient. Alors, je vais remettre un coup de rechargement parce que je voudrais pas louper vos commentaires. Ouais, bon, il y en a plus. Ok. Malheureusement, ça ne veut pas s'actualiser. C'est problématique, hein. C'est les aléas du direct, hein, comme on dit. Alors, je vais voir. Je vois pas d'autres commentaires. Ouais, je suis désolée s'il y a d'autres commentaires, mais je vois pas les autres commentaires. Même en actualisant, je ne vois pas d'autres commentaires. Je ne vois pas d'autres questions. Je vais refaire un petit coup, mais de réactualisation. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ce live sur le système nerveux, le stress vous a plu. J'espère que vous repartez avec des clés concrètes pour aller réguler votre système nerveux. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas pu répondre, parce que bah, voilà, il y a toujours des bugs, des choses comme ça, n'hésitez pas à me les poser même directement en message privé. Si vous avez envie d'en savoir plus sur mon accompagnement, n'hésitez pas à me mettre le petit hashtag je veux dans les commentaires et j'irai vous expliquer ça avec grand plaisir en message privé. Je vous souhaite un très bel après-midi et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live dont je ne sais pas encore le thème, mais je vais y réfléchir ou si vous avez des idées,
n'hésitez pas aussi à me les proposer en commentaire et comme ça, je verrai sur quoi je peux travailler la semaine prochaine pour vous apporter encore plein d'infos de valeur parce que j'adore ça, j'adore être en live avec vous et j'aimerais bien, voilà, la semaine prochaine vous apporter encore plein de super infos. Je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à bientôt.